Nous allons continuer un petit peu dans le même thème, puisque là, il va s'agir de l'interaction entre l'homme et la machine, et de voir comment l'humain, finalement, est influencé par la machine, et comment on peut suivre les performances de l'humain qui seraient influencées par cette machine. Voilà, Frédéric, je te laisse la parole. Merci Catherine, bonjour à tous, merci infiniment pour l'invitation. Donc l'idée, c'est de vous montrer les travaux qui sont réalisés dans de nombreux labos de recherche, dont le mien. Et ce qui nous intéresse, c'est vraiment cette relation homme-machine et comment on peut rendre la machine plus consciente de l'état de l'opérateur humain pour s'adapter. Alors, pardon pour ceux qui ont peur en avion, mais je vais illustrer le début de mon introduction, parce qu'on s'intéresse beaucoup à la sécurité, on s'intéresse énormément à la sécurité aérienne, Et vous allez voir un film relativement court, mais c'est un film qui a été tourné, c'est un vrai film, ce ne sont pas des acteurs, ça a été tourné pendant une séance de simulation. Et les pilotes, vous savez, régulièrement doivent aller en simulateur pour vérifier leurs compétences, ou alors on les met dans des situations complexes, de manière à les entraîner le jour où ils pourraient rencontrer cette situation. Et le comportement des pilotes a été suffisamment erratique pour que la compagnie décide d'en faire un film. Alors c'est à l'américaine, c'est-à-dire que vous allez voir les paramètres de vol qui vont apparaître et vous allez voir surtout la trajectoire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les pilotes, là, ils doivent faire une remise de gaz. L'atterrissage n'a pas été possible. Ils vont faire ils vont persister dans une succession d'erreurs, dont la première est de tourner à gauche vers la montagne au lieu de tourner vers la droite. Mais tout ça sous automatisme. La machine est guidée quasiment toute seule. Les pilotes ne comprennent plus la situation. Ils ont mal rentré la radiofréquence, donc ils n'arrivent pas à contacter la tour. Donc voilà, et vous allez voir la suite. J'essaye d'appeler la tour, ça ne marche pas. La tour ne répond pas parce qu'ils n'ont pas la bonne radiofréquence. Donc j'ai une première alerte qui leur dit qu'ils vont vers le terrain. Voilà, donc le fameux pull-up pour les non-pilotes, c'est tirer sur le manche, c'est la machine qui crie, éviter le terrain, éviter le relief, et l'alarme sonne 6, 7, 8 fois, on en parlera un peu tout à l'heure. Les pilotes ne l'entendent pas, donc on voit des pilotes complètement dépassés par la technologie, par la situation. Oui, alors je ne connais pas la suite pour l'équipage, mais en tout cas c'est un film qui tourne, pardon. J'ai perdu ma présentation, moi aussi je suis dépassé par la technologie, tout va bien. Et entre les deux écrans, j'ai un jeu, voilà. Et en fait, voilà, c'est parfait, mais je vous remercie. Et donc les pilotes, c'est vraiment quasiment les premiers à avoir interagi véritablement avec des robots, puisque les avions modernes sont, hormis le décollage, peuvent vous faire toute la séquence jusqu'à l'atterrissage. Alors, ce qu'on voit avec ces statistiques produites par Boeing, c'est toujours un des très très bons rapports. Vous voyez, ça c'est le taux d'accident dans les années 50-60, et puis on voit, avec l'introduction ici des automatismes de plus en plus, et on arrive à un accident tous les 4 millions de départs. Donc on est dans un niveau de sécurité qui est fantastique. Mais le problème actuellement, c'est qu'on voit de nombreux accidents que le public n'accepte pas, que personne ne peut accepter. Vous avez des avions qui sont plus ou moins en bon état de marche, des pannes mineures, et les pilotes qui vont se focaliser sur un problème, qui ne comprennent pas la situation tactique, et vont rentrer en conflit avec la machine et amener à la perte de l'aéronef. Et c'est des situations, nous, par exemple conflictuelles, un peu comme celle qu'on a vue tout à l'heure, qu'on aurait bien essayé de mieux comprendre, et surtout de donner à la machine des moyens de pouvoir savoir dans quel état est son pilote, de manière à pouvoir mieux communiquer avec lui, mieux le prévenir, et pourquoi pas prendre la main. Et le champ dans lequel se situe une partie de nos travaux de recherche, ce sont ce qu'on appelle les Brain-Computer Interface, des interfaces cerveau-machine,
où l'idée c'est de relier le cerveau de l'opérateur humain, du pilote, de n'importe quel opérateur, à la machine. Et vous avez deux types de BCI, de Brain Computer Interface. Les plus connus qui viennent du domaine médical sont les actives. Et vous avez une femme, par exemple, qui est implémentée, qui est plus que tétraplégique, qui est implémentée, qui ne peut... on a mis des électrodes directement au contact de son cortex moteur, et par la pensée, elle va pouvoir déplacer un bras robotique. Elle va véritablement avoir un contrôle sur la machine, comme si c'était son propre main. Et puis, il y a des travaux de plus en plus récents. Alors, on ne met pas des capteurs dans la tête du pilote, mais on l'équipe avec un capteur qui s'appelle électroencéphalographe. On va mesurer l'activité électrique du cerveau. Et dans l'université de Berlin, ils ont commencé par la pensée, on peut piloter un avion. Alors, ça reste très fru, c'est-à-dire on peut piloter que ce qu'on appelle le pitch, la hauteur. Ni le droite ni le gauche. Et puis, au coup d'un effort mental monstrueux, et si on vous parle, si on distrait le pilote, la machine d'interaction ne marche pas. Mais les travaux vont dans cette direction. Et puis, nous, ce qui nous intéresse plutôt, c'est ce qu'on appelle les BCI passives, les interfaces cerveau-machine passives, où on va équiper le pilote de capteurs, et on va mesurer en temps réel l'activité de son cerveau et déduire est-ce qu'il est fatigué, est-ce qu'il est stressé, est-ce qu'il a les capacités d'entendre des alarmes, etc., de manière à donner de l'information à la machine et d'optimiser le couplage homme-machine. Et donc, vous voyez, ici, on peut mesurer une certaine activité du cortex préfrontal, par exemple. Et une des machines, donc ce que je souhaite, c'est vous illustrer ce genre de travaux. On pourra discuter après sur les problématiques de leur implémentation et les problématiques éthiques nombreuses. Mais un des capteurs qui marche très bien, qui, vous voyez, sont de moins en moins intrusifs, c'est la spectroscopie en proche infrarouge. C'est ce qu'on appelle l'IRM du pauvre. On va mesurer la consommation d'oxygène du sang. Quand les assemblées de neurones travaillent, elles vont consommer du glucose, vont avoir besoin d'oxygène, comme votre voiture. Et donc on va, de manière relativement précise, pouvoir savoir quelle est la consommation locale d'oxygène, par exemple ici, et en déduire qu'il y a une activité cérébrale sous-jacente. Et comme on sait que dans certains cas, certaines aires cérébrales sont associées plus ou moins à certaines fonctions, et bien on va pouvoir en déduire, on pourra essayer de diagnostiquer l'état de notre patient, notre pilote. Et ce qu'on voudrait, par exemple, c'est estimer est-ce que le pilote est dans une situation où sa charge de travail, la situation n'est pas trop compliquée, il n'est pas saturé, est-ce qu'on peut mesurer s'il est au contraire en sous-charge de travail ou en surcharge de travail. Et ce qu'on sait, c'est par exemple, si je vous donne des séries de chiffres, 1, 3, 8, 5, 9, je vous demande de la répéter. C'est pas très difficile, mais je peux vous faire une séquence de chiffres. Je peux vous donner le chiffre pi. Je peux vous donner pi, pardon, ça va être beaucoup plus compliqué de sortir la séquence. Mais ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, plus je charge mon cerveau, plus celui-ci va être actif. Donc mon cortex, notamment ici, va être de plus en plus actif. Plus ça devient difficile, plus ça charge. Et ce qu'on voit, c'est quand c'est trop difficile aussi, ça commence à décliner. On en parlera tout à l'heure. Mais cette fonction que vous utilisez, c'est ce qu'on appelle la mémoire de travail. Si vous croisez quelqu'un qui vous donne son numéro de téléphone, son 06, disent les jeunes, vous allez le mémoriser et vous faites marcher votre mémoire de travail qui est très fragile parce que si quelqu'un vous donne son autre 06 au même moment où vous parle, voilà, ça s'effondre, on n'y arrive pas. Et de nombreux travaux ont montré, dans notre laboratoire par exemple, ou aux États-Unis, que si vous avez des bonnes capacités de mémoire de travail, c'est-à-dire si vous avez des bonnes capacités de mémoire, et on vous met après dans un simulateur de vol, c'est un bon test pour savoir si vous allez bien piloter. Alors je parle en simulateur de vol, ça ne veut pas dire que vous êtes un bon commandant de bord, que vous allez savoir bien communiquer et gérer la crise. Mais évidemment, la mémoire de travail, un pilote, il s'en sert tout le temps. Et notamment, il s'en sert quand il interagit avec la tour de contrôle. Et l'idée, c'est de savoir ce qu'on peut utiliser dans un environnement relativement écologique, c'est-à-dire un simulateur de vol, mesurer le cerveau dans une activité relativement complexe. Et ce qu'on a simulé, c'est des communications avec la tour. Alors j'espère que vous allez pouvoir les entendre. Superior 32, speed 150, heading 150, altitude 1500, vertical speed plus 1500, over. Donc là, en anglais, mais des instructions relativement faciles où toutes de vitesse, de cap, d'altitude se ressemblent. Et après, le pilote devait les rentrer dans son cockpit. Et on a des informations qui étaient plus complexes. Superior 32, speed 256, heading 138, altitude 12,400, vertical speed plus 1500, over. Est-ce que quelqu'un dans la salle peut me répéter les instructions qui ont été énoncées? Vous voyez, on est relativement saturé, et effectivement, c'était ces informations-là qu'il fallait rentrer dans le système. Et une chose qu'on a essayé de faire de manière assez simple, c'est on va mesurer le cerveau du pilote quand il fait cette tâche-là, quand il fait une tâche compliquée, et on a un algorithme qui va essayer de reconnaître quand le cerveau est saturé, versus quand le cerveau arrive à faire la tâche. Et l'idée, ce serait de dire, est-ce que dans le futur, on ne peut pas dire à la machine, le cerveau saturé,
il faut peut-être donner la main au copilote, donner plus d'autorité à la machine, etc. Donc là, on a d'autres pilotes, on va mesurer son activité cérébrale, on a des algorithmes de traitement du filtre, peu importe, et on estime. Et donc pour vous montrer le genre de mesure qu'on est capable de faire, là où le pilote va faire une tâche difficile, son cerveau va être saturé, vous allez vite le comprendre parce que tout le préfrontal va s'activer. Donc le pilote commence à décharger sa mémoire en rentrant les informations dans la machine, et vous allez voir que tout le cortex préfrontal, droit puis gauche, va être activé, ce qui est un signe que son activation, son niveau de saturation est presque proche, pour simplifier les propos. Donc on apprend un algorithme à reconnaître ces situations-là, très contrastées. Voilà comment ça se passe. Si ça veut bien marcher. Voilà, donc on le fait en accéléré. C'est très simple, vous avez les signaux physiologiques qui viennent du capteur qui sont là. On a des algorithmes qui nous permettent un peu de filtrer ce signal qui est bruité. Et au fur et à mesure, la machine, on lui a dit au début, on lui apprend en vert c'est facile, quand c'est du facile, du difficile, facile, du difficile. Donc il va plotter des points. Il va se construire sa représentation c'est un modèle très simplifié, mais vous allez voir que quand c'est facile, c'est à vert, c'est plutôt à droite, quand c'est difficile sur notre graphe, c'est plutôt à gauche, et un enfant de 5 ans est capable de tracer une droite pour séparer les faciles et les difficiles, et après maintenant ce qu'on fait, c'est on n'apprend plus à la machine si c'est facile, c'est difficile, on lui dit, maintenant avec ton modèle, prédis-nous si c'est facile ou difficile. Et c'est ce qui va se passer. Alors les modèles sont évidemment plus compliqués, là c'est vraiment pour simplifier le propos. Et donc au fur et à mesure, la machine prédit en donnant le futur. Et on arrive à avoir des machines qui sont des algorithmes qui sont relativement justes, à une certaine justesse. Dans 80% des cas, ils ont réussi à dire si la personne était en surcharge, par exemple. On est loin des 100% dont on aurait besoin pour l'aéronautique, mais on est encore dans la recherche. Et on voit que c'est quand même intéressant, parce qu'on arrive à mesurer comme une activité complexe de la vie de tous les jours, alors quelqu'un qui est en train de piloter. Et l'idée, c'est de dire, est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin? À Super Héros, on a la chance d'avoir des avions légers, et on a embarqué ce capteur-là, un capteur plus léger, dans une casquette, pour mesurer la même chose. Et donc le pilote, là, il est vraiment en train de piloter, avec toute la complexité du bruit qu'on peut avoir dans le cockpit, et on lui fait faire la même tâche, c'est-à-dire qu'il pilote, et en même temps, il a des instructions, et il doit les répéter. Et je n'ai pas envie de trop rentrer dans les détails, mais ce qu'on voit effectivement, c'est que quand on regarde, juste pour l'anecdote, c'est quand on compare la performance du pilote quand il pilote vraiment, quand il est en simulateur de vol, il fait moins de fautes que quand il vole réellement. Parce qu'il est dans la vraie vie, et on voit son cerveau qui est plus actif aussi quand il est dans la vraie vie par rapport au simulateur. Donc ça donne aussi des limites sur faire des simulations, mettre des pilotes dans des simulateurs, on n'est pas aussi chargé parce qu'on risque pas ça, mon cerveau n'est pas aussi actif. Mais néanmoins, voilà, on arrive à 80% en conditions réelles de vol à mesurer si le pilote est en situation de surcharge ou de sous-charge quand on lui fait faire cette tâche-là. Et actuellement, ce sur quoi on travaille avec mes collègues, c'est de dire un équipage dans un avion, c'est deux pilotes. Et est-ce qu'on ne peut pas équiper ces deux pilotes avec ces capteurs-là? C'est ce qu'on appelle l'hyperscanning. Et on va mesurer deux cerveaux en même temps. Et des travaux très jolis en psychologie sociale ont montré que quand deux personnes coopèrent, si on mesure leur activité cérébrale, elles vont relativement converger. C'est-à-dire qu'on va voir des patterns qui vont être similaires. Quand ils sont en conflit, on va avoir des patterns différents. S'ils ne sont pas dans la même activité, on va avoir des cerveaux différents. Donc ce qu'on cherche à faire, c'est à quel point ces deux cerveaux se complémentent ou pas, et de manière, encore une fois, à adapter l'interaction, peut-être décharger le commandant de bord au profit du copilote, ou donner plus de choses à la machine, ou comment on peut présenter de manière plus adéquate l'information. Et ça va prendre son sens, ce monitoring, dans la vidéo suivante, qui est une vidéo pour tous les pilotes d'aviation légère qui est assez connue. C'est la fin de la vidéo, vous allez entendre une alarme très stridente qui sonne. Vous avez deux pilotes très expérimentés et un caméraman. Il s'est trouvé qu'il y a un caméraman, comme maintenant tout le monde met une GoPro dans sa voiture, etc. Le caméraman a filmé, une alarme sonne et personne ne réagit à l'alarme. Pourtant, l'alarme est extrêmement importante. Pardon. Je vous baisse l'alarme, mais c'est ce qui sonne dans le casque des pilotes. Le terrain est là, ils ne répondent pas à l'alarme. L'alarme va être modulée, le pilote ne l'entend toujours pas. Donc c'était l'alarme qui leur signifiait qu'ils n'avaient pas sorti le train d'atterrissage. Donc ils sont posés sur le train.
Et cette situation-là, comme disait un pilote d'essai que j'ai rencontré, il y a deux catégories de pilotes. Il y a ceux qui sont posés train rentrée, ceux qui ne l'ont pas encore fait. D'accord ? Pour vous montrer que c'est... En fait, le principe, c'est que les pilotes sont tellement fascinés par la piste, ils recherchent des informations visuelles qui leur permettent de continuer. Finalement, l'audio les distrait et on va les mettre de côté. Et on sait aussi, enfin, c'est ce qu'on cherche à montrer, c'est qu'il y a des conflits entre le visuel et l'auditif, parce que le visuel vous dit vous pouvez y aller, l'auditif dit faut pas y aller. Il faut faire un choix. Et finalement, depuis que vous êtes tout petit, je suis tout petit, quel est le sens sur lequel on s'appuie le plus ? C'est la vision. Donc le cerveau, il a appris que c'était la vision probablement qui était la plus importante. Donc quand il y a du stress, on revient sur les basiques. Les basiques, c'est quoi ? C'est la vision. Et beaucoup de travaux ont montré qu'effectivement, que quand on fait 2 tâches visuelles auditives, enfin, on est meilleur en auditif, mais dès qu'on met les 2 ensemble, on est meilleur en visuel. Et pour montrer à quel point le cerveau visuel peut venir éteindre le cerveau auditif, sans faire un cours de neurophy, vous avez donc dans l'oreille externe, enfin, vous avez ce qu'on appelle les cellules ciliées qui vont permettre de percevoir, d'entendre les sons. Et la vision, l'œil peut déjà atténuer l'activité de ces cellules vraiment très, très primaires dans l'oreille. Comme un contrôleur de gain, on peut venir éteindre ses oreilles. Et de manière à plus du tout entendre, à tel point qu'on peut devenir complètement sourd. Et j'ai pu travailler avec des gens dans certaines compagnies aériennes ou avec Airbus qui me rapportent, voilà, une compagnie aérienne nous ont dit on a eu ce souci-là, l'alarme n'a pas sonné. Nous, ingénieurs Airbus, on analyse les paramètres de vol, on refait, l'alarme a sonné. L'alarme a sonné. C'est le pilote qui, à un moment donné, n'a pas pu entendre cette maudite alarme. Donc nous, ce qu'on aimerait bien faire, encore une fois, c'est ce qu'on peut déjà comprendre ces mécanismes-là, et est-ce qu'on pourrait les détecter en temps réel de manière à pouvoir adapter dynamiquement l'interaction, changer la modalité de l'alarme, jouer sur le visuel, jouer sur le tactile, par exemple. Alors on a pris notre pilote, là, vous voyez, c'est encore des gros casques, on est loin de les intégrer, mais on va mesurer l'activité électrique du cerveau, et le pilote, on lui fait faire une approche relativement complexe, et pendant son approche, alors, veuillez m'excuser pour la qualité du film qui est vraiment pas très bonne, c'est le scénario catastrophe hollywoodien, on a mis une machine à fumer dans notre simulateur qui est sur vérin, qui est fermé, et il y a de la fumée qui sort dans la cabine, que vous allez voir de plus en plus, et le pilote, on lui dit, vous avez 20 minutes pour vous poser avant que l'avion ne prenne feu. Donc vous avez la fumée qui rentre, etc. Situation relativement stressante. Et aussi, ce qu'on s'est amusé à faire avant, c'est qu'on a fait un test de screening du pilote. Et on a regardé à quel point ils étaient visuels ou auditifs. C'est-à-dire il y a des musiciens souvent sont plus auditifs. Voilà, c'est un résultat souvent qu'on trouve. Et donc on vous montre soit par un son à droite et un petit stimulus vous avez il faut répondre à droite parce que là, la pastille apparaît à droite, mais en même temps, vous avez le son qui apparaît à gauche. Comment vous gérez ce conflit ? Quelqu'un qui est plutôt auditif va venir répondre plutôt sur l'auditif, quelqu'un qui est plutôt visuel va plutôt répondre à droite. Donc c'est ce genre de conflit qu'on essaie de faire, on a un score, et ce dont on s'est rendu compte, c'est que les gens qui étaient plutôt visuels, donc qui avaient tendance à ignorer l'alarme, mais quand on les met en simulateur de vol, ils ont encore plus tendance à ignorer les alarmes. Donc ça peut être intéressant pour prédire, faire une carte des pilotes et dire peut-être ce pilote faudra moins jouer sur des alarmes auditives, mais plutôt du visuel. On a les pilotes qui nous ont manqué 55% des alarmes en moyenne, alors qu'ils sont relativement expérimentés. On voit pas d'effet d'expertise. Et c'est ce que nous montre le découvert temporel d'un électroencéphalogramme, c'est-à-dire que quand j'envoie un son, pardon, je tape sur le micro un peu trop fort, et vous allez avoir une réaction qui va être ce qu'on appelle la perception. Ça va faire cette courbe-là, N pour négatif, 100 pour 100 millisecondes. Donc 100 millisecondes après avoir tapé sur le micro, voilà, on va avoir cette courbe qui apparaît. Et plus elle est vers le bas, plus on a entendu. Et ce qu'on voit, la courbe bleue, c'est quand les cas où ils ont répondu aux alarmes. Donc on voit qu'elle est ample, et quand ils n'ont pas répondu aux alarmes, c'est en rouge, on voyait, il y a une différence, la courbe est moins ample, donc ça veut dire qu'il y a eu un filtrage. 100 millisecondes, c'est pas encore la conscience c'est 300 millisecondes. Donc on voit un mécanisme automatique qui dit, hop, je commence à filtrer tout ce qui est auditif. Et si on regarde ce qu'on appelle l'accès à la conscience, donc on a beaucoup d'informations autour de nous, mais vous filtrez les informations autour de vous, ça c'est la porte d'entrée à la conscience, et on voit qu'elle est ouverte quand ils entendent les alarmes, et on voit qu'elle est fermée quand ils loupent les alarmes. Est-ce qu'on a encore de la même manière, on a donné ces signaux à un algorithme qui peut, dans 80% des cas, nous dire si le pilote a entendu ou pas entendu l'alarme. 70% des cas, si le pilote a entendu ou pas entendu l'alarme. L'idée, encore une fois, c'est d'aller encore plus loin, et d'aller en simulateur, d'aller en conditions réelles de vol. Et là, on a pris des pilotes qu'on a équipés avec des casques, parce que ces technologies, elles marchent normalement quand on se met dans une cage de Faraday, et un avion, c'est pas une cage de Faraday, au contraire, il y a beaucoup de pollution électromagnétique. Donc on a équipé nos pilotes avec des casques, et on leur fait énormément de scénarios de panne, d'urgence, où on les fait, ils doivent se poser, ils doivent aller à un terrain, on dit non, vous déroutez, donc c'est très
demandant, très coûteux en termes de charge de travail du cerveau. Et pendant ce temps-là, il faut répondre à des alarmes. Là, par exemple, le pilote, l'instructeur dit maintenant, il coupe les gaz, il faut se poser en vol plané, c'est un exercice classique. Posez-vous sur un terrain. Et il y a un terrain. Est-ce que vous voyez le terrain? Je recommence, il y a un terrain. Il y a un terrain, il faut le trouver. Et donc le pilote, non seulement doit gérer la panne de moteur, et il doit réussir l'exercice. Le terrain est ici. Donc on voit que finalement le cerveau visuel va être sans doute en surcharge, parce qu'il faut trouver ce fameux terrain, une situation stressante, et il va ne plus répondre aux alarmes. Et c'est ce qu'on observe, les pilotes arrêtent de répondre aux alarmes. Alors je précise qu'évidemment on a toutes les autorisations, et ASA déjà assez pour faire ce genre de choses. Et là, vous allez voir le pilote qui donc est en train de finir son exercice avec les moteurs coupés, puisque les gaz sont coupés. Il faut se poser en vol plané. Et vous avez des sons. Il va arrêter de répondre au son. Vous allez voir son doigt qui va arrêter de répondre sur la gâchette. Et là, l'instructeur va lui dire 2 fois « remets les gaz ». Il n'entend pas ce que lui dit l'instructeur. Et c'est l'instructeur qui remet les gaz. Pour vous montrer à quel point le cerveau, encore une fois, peut se fermer. D'accord? Donc c'est l'instructeur qui fait le go-round. Juste pour vous montrer qu'on peut avoir des traces de ce qui se passe dans le cerveau, ça, sans rentrer dans les détails, c'est ce qui se passe dans leur cerveau quand ils entendent l'alarme. Et quand ils n'entendent pas les alarmes, vous voyez que c'est beaucoup moins activé. Alors qu'est-ce que ça veut nous dire? Il faut comprendre que dans le cerveau, vous avez ce qu'on appelle des... Le cerveau, c'est les neurones isociles, ils ont une activité, d'accord? Et une bonne analogie pour comprendre ça, c'est, vous vous souvenez d'Astérix avec les rameurs, donc il y a dans la galère, il y a les pauvres galériens qui rament et puis il y a quelqu'un qui tape le rythme. Donc l'idée, c'est plus on va vers le cortex préfrontal, plus on va avoir des fonctions de haut niveau. Vous avez le cortex préfrontal qui va donner un rythme assez lent. Et pendant chaque battement, le rameur il doit faire 3 ou 4 coups de rame. Mais il est synchronisé avec son cortex préfrontal. Et ce que montre ce rythme-là, c'est que ce que montre ce résultat-là, c'est quand ils ont la capacité de répondre aux alarmes, le cerveau est bien phasé, tout le cerveau est bien phasé et le cerveau est bien phasé sur l'environnement. C'est-à-dire que si je tape de manière rythmique, votre cerveau va se mettre exactement en phase avec ce clap, pardon. Et quand il n'entend plus, le cerveau, le cortex auditif, il oscille dans tous les sens, il est plus calé sur l'environnement, il n'a plus cette capacité à être calé. Encore une fois, ça montre que le monitoring, dans des conditions réelles de pilotage, on peut suivre ce que fait le pilote. Et donc là, c'est les travaux actuellement en équipe de nos avions, avec de plus en plus de capteurs. Là, vous avez l'oculométrie, on peut savoir ce que regarde le pilote également. Donc ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut savoir ce que regarde le pilote, s'il a manqué une information. On peut avoir un diagnostic en temps réel et adapter l'interaction. Alors, s'il me reste un tout petit peu de temps, qu'est-ce qu'on peut faire pour adapter l'interaction? Quelles sont les pistes? Je vous ai dit une piste qui est évidente, c'est de prendre la main sur l'homme ou la femme, sur l'équipage, si vous voulez. C'est une solution qu'on n'aime pas. On a encore des hommes et des femmes qui sont brillants, qui sont à bord, qui sont formés, qui peuvent être stressés, qui peuvent mal comprendre. Et l'idée, c'est autant se servir des personnes que l'on a et leur donner tous les moyens de comprendre. Et alors, on sort du cadre de l'aéronautique, mais là, vous avez ici, c'était une expérimentation que l'on a faite. Vous avez un opérateur qui opérait un drone automatique, et puis le drone, en se rapprochant d'une fameuse cible que l'opérateur doit analyser, donc ça c'est l'eye tracking en rouge, le drone a une panne, il veut rentrer à la base, il y a une panne de batterie, et malgré 3 alarmes visuelles, le pilote est toujours fasciné pour essayer de traiter la cible, et il reste bloqué, ne scanne plus son interface, et il y a un combat entre l'homme et la machine, l'homme veut rester sur zone, la machine veut rentrer à la base. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous avez vu que l'opérateur avec la croix rouge est tout le temps fasciné là-dessus, il ne scanne pas son interface. Une solution, c'est s'intéresser encore une fois aux neurosciences, et c'est de se dire, si je regarde une personne qui est à cet extrême et l'autre extrême, j'ai un réseau de neurones qui se désengage, un réseau de neurones qui me shift mon attention, et un réseau de neurones qui m'engage sur vous. Même s'il y a du bruit, je vais être focalisé sur vous. Et ce qui a été montré, c'est qu'il y a des patients, malheureusement, qui ont des lésions cérébrales, on leur montre une main, ils regardent la main, et je leur montre une deuxième main, ils vont rester toujours sur la première main, ils n'arrivent pas à se désengager. On va prendre des singes, on leur fait une lésion très focale, ici, et encore une fois, vous leur montrez un premier objet, puis après vous leur montrez du jus de fruits dont ils sont très friands, ils sont incapables de désengager leur attention pour aller voir le jus de fruits. Et l'idée, c'est ce que ça veut dire, c'est que le stress peut venir vous focaliser, probablement des mécanismes propres prédateurs ancestraux, et vous empêche de vous désengager. Donc l'idée qu'on a eue, c'est de se dire, est-ce qu'on ne peut pas finalement faire un effet reset, éteindre l'interface pour désengager le pilote et lui mettre dans son champ visuel l'information qu'il doit regarder. Pardon. Et c'est ce qu'on a fait.
vous allez voir, on va effacer l'écran. Et aussitôt, on efface l'écran, en fait, on a une sorte d'effet reset. Vous avez vu avec l'eye tracking, l'opérateur, ça y est, se remet à scanner son interface, et aussitôt, il est allé voir l'information pertinente. Donc ça, c'est une solution possible. Il y a une autre solution qui a été proposée par mon collègue Michael Kos, c'est ce qu'on appelle les neurones miroirs. C'est-à-dire que si je me mets à tendre mon bras, si je fais des bruits comme ça, tous vos cerveaux, là, tous pendant la salle, vous allez vous mettre à faire le même geste que moi, à l'imaginer mentalement. Pas suffisamment d'énergie pour que vous fassiez le geste, ce serait incongru, mais vous avez cette chose-là. Si je me mets à bâiller, bon, je vous ennuie peut-être et vous êtes fatigué, mais vous allez vous mettre à bâiller. Un nouveau-né, si on lui tire la langue, il va se mettre à tirer la langue. C'est probablement des mécanismes d'apprentissage. Et donc l'idée, c'est ce qu'on ne peut pas tirer des bénéfices de ça. Et l'idée, c'est de se dire, plutôt que d'envoyer une alarme qu'il faut comprendre, interpréter, savoir quelle est l'action adéquate, je vais lui montrer le geste. Et par exemple, je tire sur le manche. Comme ça, directement, on préchauffe le cortex moteur et on fait le geste. Ce qu'a montré mon collègue, c'est qu'on divise, par rapport à une alarme classique, on divise par 3 les temps de réaction, dans ce genre de choses. Donc voilà une idée, on monitore que l'opérateur humain n'est pas dans un bon état, et on va adapter l'interaction en conséquence. Le monitoring, on peut s'en servir, comme vous l'avez vu en ligne, mais là, ça peut nous servir aussi on a différentes alarmes, on peut s'en servir, différents dispositifs d'alarme, on va tester une alarme, différents designs d'alarme, et on va voir qu'il y en a une qui va avoir tendance à moins consommer de ressources pour le pilote. Donc celle-ci est très difficile à comprendre. Celle-ci, elle ne fatigue pas trop le pilote. Donc on va plutôt décider, tiens, cette alarme a peut-être un meilleur design, objectivement, elle sera plus adaptée pour le pilote. Donc en conclusion, on comprend vraiment bien les intérêts du monitoring. Il y a des progrès qui sont dans les laboratoires à travers le monde. Il y a un intérêt pour la sécurité. Et vous, quand vous montez dans un avion, si on peut vous garantir une sécurité supplémentaire parce qu'on a un cockpit intelligent, parce que avec ces capteurs-là, on peut mieux comprendre, mieux entraîner les pilotes. Et puis il y a aussi tout ce qui est le quantifying self, peut-être on en parlera, c'est-à-dire qu'on peut monitorer le sommeil des pilotes en permanence pour savoir s'ils sont fatigués, s'ils sont aptes à voler. C'est pas inintéressant. Après, il y a des problèmes, c'est que ces données-là, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on vérifie que ces données qui vont circuler sur le bus de l'avion et vont être envoyées à la compagnie, eh bien, elles ne vont pas être hackées? Est-ce qu'il n'y a pas des mauvaises intentions du patron de la compagnie? Est-ce qu'on garantit que les mesures vont vraiment être utilisées pour mesurer la fatigue et pas des pathologies qui feraient ou autre chose qui ferait qu'on aurait des actions mauvaises sur le pilote? Et il y a de plus en plus maintenant des nanocapteurs et des capteurs implémentés. Alors moi j'ai des collègues chercheurs qui seraient ravis de se faire implémenter des capteurs parce qu'on a une meilleure signal, on a une meilleure compression du cerveau. Moi c'est pas mon point de vue. Et puis là c'est les machines de laboratoire. Et vous voyez ça devient de plus en plus petit et on commence à trouver des machines comme celle-ci pour dormir. Alors vous voyez un couple épanoui parce qu'on dort mieux. On va mesurer le sommeil, on va faire des contre-mesures pour que le sommeil soit de meilleure qualité. Vous pouvez acheter ça pour 500 €, ça va sortir. Là vous avez une jolie fille, n'est-ce pas, qui fait de la neurostimulation, c'est-à-dire qu'elle porte un casque qui va stimuler son cortex. Alors on est passé de la chirurgie esthétique, c'est-à-dire d'avoir une belle poitrine, d'avoir un corps musclé pour un homme, etc., à la chirurgie cérébrale. On va essayer d'augmenter ses capacités cognitives en envoyant du 9 volts dans le cerveau. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Frédéric. Est-ce qu'il y a des questions? J'imagine qu'il y a des questions dans la salle. Rapidement. Non, tout le monde dort, tout le monde est fatigué. Oui. Oui, j'ai beaucoup apprécié cette idée finalement il y a peu d'accidents d'avion, mais il en faut encore moins. Hein, c'est bien ça, si j'ai bien compris. Absolument. Ce qui est un problème pour les roboticiens, mais encore plus complexe, puisque on n'est pas à ce niveau de sécurité-là. Et alors, par contre, la question que je me suis posée, c'est vous êtes dans des interfaces qui sont cérébrales, donc il faudrait que ces pilotes ils aient un casque pendant tout le voyage. Vous voyez, c'est cette question-là, finalement, que nous parfois on retrouve aussi dans les problèmes d'augmentation des ouvriers, si on l'imagine plus tard dans les usines. Vous augmentez en quelque sorte le pilote par ce casque, et est-ce que vous avez déjà les réponses sur la façon dont il va pouvoir garder ce fameux casque, même si on imagine qu'il soit aussi miniature que celui de ce monsieur qui dort, pendant tout le trajet? Oui, c'est une très bonne question et c'est un des gros challenges. Et effectivement, il y a des technologies comme l'oculométrie. Maintenant, on arrive à avoir des caméras on travaille dessus, on a des caméras qui sont embarquées dans le cockpit qui sont transparentes pour le pilote. Donc il a même plus à calibrer, il a calibré une fois dans sa vie.
Et on peut monitorer ce qu'il a regardé, pas regardé, on peut l'aider à mieux adapter son interface en fonction de son parcours visuel. Pour tous ces capteurs d'activité cérébrale, ça reste encore un gros problème. Alors on peut imaginer dans le militaire que ce ne soit pas un problème parce qu'on peut les embarquer de manière assez confortable dans un casque. Pour un pilote civil, ça va être plus compliqué. Donc il y a des challenges aussi avec par exemple l'électrocardiogramme, ce qui est une mesure intéressante du stress. Maintenant, on arrive avec des caméras haute définition à voir le pulse. Vous savez qu'on est bleu, si le sang oxygéné il est bleu, oxygéné il est rouge, désoxygéné il est bleu. Donc on arrive à voir avec des caméras haute définition ce fameux pulse. Et on ne pouvait pas anticiper ça, mais avec des caméras, on arrive à mesurer un électrocardiogramme, une activité cardiaque. On peut mesurer des quarts de chaleur sur le corps aussi, qui sont des indicateurs de stress. Donc il y a tout ce travail-là, mais il faut encore miniaturiser. Et puis il y a des nanocapteurs sous forme de timbres qu'on commence à se coller, qui communiquent, dont je parlais. Après, voilà, qu'est-ce qu'on en fait, est-ce qu'on accepte, est-ce qu'on les garde tous les jours. Enfin voilà, il y a toutes ces problématiques-là. Mais on est encore loin de mettre ça dans un avion civil. Est-ce qu'il y a des... Je pose juste la dernière question, je suis désolée. Est-ce qu'il y a des sondages sur l'acceptabilité de ces dispositifs par les pilotes civils ? Alors, il y a eu un sondage, justement mon collègue Michael Cause qui encadre une thèse avec un pilote Air France, ils ont fait faire un sondage en tout cas sur l'intégration. Ils sont plutôt contre la caméra, mais l'intégration de l'eye tracking, quasiment, c'est même passé par les syndicats. Je crois que c'est 75% des pilotes qui ont dit qu'ils étaient OK, intéressés par avoir des capteurs qui les aident à peut-être monitorer leur vigilance et surtout peut-être adapter l'interaction en fonction de leur état, à condition que la machine les données, s'il n'y a pas d'accident, soient effacées. Parce qu'on comprend l'intérêt, effectivement, on a des accidents où les pilotes disent ça, regarde-moi ça, on ne sait pas ce qu'ils regardent, on n'arrive pas, pour le BEVA c'est difficile, donc ça pourrait servir pour l'analyse d'accident, mais aussi pour l'interaction en temps réel. Donc les pilotes sont plutôt, la communauté de pilotes favorable. Merci beaucoup Frédéric, merci à tous. Une fois.